Salam alaikum Azzoul Flaoun. Bonsoir. L'Algérie réaffirme son rôle central dans la question du Sahara occidental en se présentant comme défenseur du droit international et du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Selon l'APS, son action diplomatique récente a permis de préserver le mandat de la MINURSO et de maintenir la question sahraoui dans le cadre des résolutions onusiennes. Cette posture s'inscrit dans la continuité de la politique étrangère algérienne, fondée sur le soutien aux causes de libération et sur la primauté du droit international. En se positionnant comme acteur de stabilité, Alger entend rappeler que toute solution durable doit passer par la légalité internationale et le respect des principes de décolonisation. Cependant, cette approche, si elle renforce la légitimité diplomatique de l'Algérie, se heurte à une réalité plus complexe. Le dossier sahraoui reste l'un des plus sensibles du continent africain, où les logiques politiques, économiques et sécuritaires s'entremêlent. Malgré les efforts diplomatiques, la situation demeure figée et les perspectives d'un règlement définitif restent incertaines. Mais la diplomatie algérienne, souvent louée par sa constance, souffre aussi de son immobilisme. La récente résolution renouvelant le mandat de la MINURSO, présentée comme une victoire par la PS, pourrait bien être un miroir aux alouettes. Plutôt qu'un succès diplomatique, elle illustre surtout l'incapacité des acteurs à faire progresser un dossier bloqué. En ce sens, cette victoire masque une forme d'échec diplomatique où la défense du cadre légal se heurte à la réalité politique, aux jeux d'influence régionaux et internationaux. En s'appuyant presque exclusivement sur le registre du droit international, Alger donne parfois l'image d'une position rigide, plus normative que pragmatique. Cette posture, bien que cohérente avec ses principes historiques, peine à s'adapter à l'évolution du contexte régional et à la nécessité d'un dialogue renouvelé avec les parties concernées, notamment le Maroc. À force de défendre le statu quo juridique, la diplomatie algérienne risque de se couper de dynamiques nouvelles et de voir son influence se limiter à la sphère déclarative plutôt qu'à la recherche active de la solution. En défendant le droit international, l'Algérie cherche à préserver un équilibre fragile, tout en affirmant sa voix dans un environnement régional marqué par la rivalité et la méfiance. Au-delà des postures, c'est la capacité des acteurs régionaux et internationaux à dépasser les calculs politiques pour redonner espoir à un processus de paix qui, depuis trop longtemps, tourne en rond, qui déterminera l'avenir du Sahara occidental. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. APS, Sahara occidental, l'Algérie défend la primauté du droit international. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Dr Hassan Hirsch, économiste et analyste politique. Il est avec nous via Skype depuis la France. Dr Hassan Hirsch, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azzoul Fellak, Dr Hassan Hirsch. Azzoul Sinassar, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à votre équipe et bonsoir à votre ou vos invités que je vais découvrir. Merci encore une fois de m'associer à cette question extrêmement sensible et difficile. Merci beaucoup, Dr Hassan Hirsch, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Adel.
Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être parmi vous. Je me réjouis de cette rencontre et j'espère que nous allons avoir un débat très fructueux et je salue très respectueusement Monsieur Hirsch. Merci beaucoup, Adel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bikoum. Avant de commencer donc avec le thème de ce soir, euh, quelques titres de la presse nationale, mais aussi internationale, concernant donc le thème de ce soir. D'abord, on va commencer avec l'APS. Donc, القضية الصحراوية الجزائر تؤكد مرة أخرى دورها المحوري في تغليب القانون الدولي. Sahara occidental, l'APS salue le rôle central de l'Algérie dans la défense du droit international. Maghreb émergent. Sahara occidental, l'Algérie était à deux doigts de voter pour la résolution du Conseil de sécurité. Donc, Maghreb émergent, Al-Khabar. L'Algérie a bloqué une manœuvre visant la question sahraoui. Ce qui s'est passé au Conseil de sécurité n'a pas été une simple modification du texte de la résolution, mais un véritable changement de fond, donc a écrit le journal Al-Khabar. TV5 Monde, Info, Sahara occidental, la presse algérienne dénonce une résolution déséquilibrée de l'ONU. Et on peut voir, bien sûr, la une d'Al-Watan. Les Sahraouis réaffirment leur droit à l'autodétermination. Le Monde, Sahara occidental, le Maroc obtient une victoire diplomatique à l'ONU, a titré donc le journal Le Monde. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté vendredi une résolution reconnaissant le plan d'autonomie de Rabat comme la référence principale d'une recherche de solution à un conflit qui empoisonne la géopolitique du Maghreb, a écrit donc le journal Le Monde. Et on termine avec le journal Libération, journal français, Analyse Sahara occidental, le Maroc décroche une victoire diplomatique à l'ONU, donc à titré Libération. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution consacrant le plan d'autonomie marocain comme base des négociations sur le territoire disputé. Les indépendantistes du Front Polisario continuent néanmoins d'appeler à la tenue d'un référendum. On peut lire donc dans le journal Libération. Voilà. Ok, on commence avec nos invités, bien sûr. Avant de leur donner la parole, on va juste faire passer cette petite vidéo, la dépêche de l'APS. Qu'est-ce qu'elle a écrit? On regarde la vidéo. في أحد أكثر الأوقات الحساسة في النزاع طويل الأمد في الصحراء الغربية، تؤكد الجزائر مرة أخرى دورها المحوري من خلال إحباط محاولة كانت تهدف إلى تفريغ القضية الصحراوية من جوهرها. وإدراكا منها لخطورة الموقف، تحركت الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون بسرعة وحكمة عالية. فبين نيويورك وواشنطن والجزائر خاضت الجزائر معركة دبلوماسية متوازنة جمعت بين الرصانة في الإقناع والثبات على المبدأ، مما سمح بإعادة المفاوضات إلى مسارها الشرعي. وقد عكس القرار النهائي هذه الجهود، إذ تم تجديد ولاية مينورسو لمدة عام كامل، مع التأكيد أن أي حل يجب أن يتم في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ومن خلال هذا الانتصار الهادئ والحاسم، ذكرت الجزائر بأنها ليست فاعلا هامشيا في هذا النزاع، بل صوت إفريقيا المتمسك بالعدالة والحرية، ولم يكن تدخلها بهدف عرقلة القرار بل للحفاظ على روحه، لأن الصمت في مثل هذه اللحظات يعادل التواطؤ مع النسيان. Voilà, donc pour l'APS, c'est une victoire diplomatique. Le rôle central et équilibré de la diplomatie algérienne, la défense du principe de l'autodétermination détermination des droits internationaux et la réussite d'Alger donc à maintenir la mission de la MINURSO et à préserver le cadre onusien du dossier. Mais on va revenir aussi, avant de donner la parole à Dr Hassan Hirsch et Adel Khalef, nos invités de ce soir, l'interview de Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien, qui avait déclaré que l'Algérie était à deux doigts donc de voter pour la résolution. On l'écoute.
je vais vous livrer un scoop, très honnêtement. L'Algérie était à 2 doigts de voter pour la résolution. Je vous ai mentionné cette petite disposition relative à la souveraineté marocaine au préambule. Nous avons demandé dans la nuit, la veille du vote, que celle-ci soit enlevée et on voterait pour le texte. Elle n'a pas été enlevée. C'est ça, techniquement, c'est ça ce qui a motivé le fait que l'Algérie n'ait pas participé au vote. Ce n'est pas parce que les fondamentaux de la question du Sahara occidental sont préservés, on en parlera peut-être. Mais nous étions à 2 doigts de voter pour la résolution. Voilà, donc Ahmed Attaf. Docteur Hassan Hiraj, je commence avec vous. L'APS, bien sûr, présente cette résolution comme étant une victoire pour la diplomatie algérienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on entend Ahmed Attaf, bien sûr, déclarer dans cette interview que l'Algérie était à 2 doigts, donc pour voter donc, favorablement à cette résolution. Votre réaction? Je pense qu'il y a une contradiction entre le verbatim de l'APS et ce qu'a déclaré Ahmed Attaf. Le verbatim de l'APS est toujours triomphaliste, c'est toujours la langue de bois, c'est toujours, comment dire, dans l'idéologie et dans une espèce de vantardisme national, l'orgueil national, etc. Donc ça n'a pas véritablement de portée géopolitique et ça ne reflète pas forcément la réalité qui est beaucoup plus en souterrain dans ce genre de dossier. Ahmed Attaf, en fait, en disant cela, que l'Algérie était à 2 doigts de voter, de mon point de vue, signifie qu'elle n'est pas totalement hostile à la nouvelle donne concernant le Sahara occidental. Ça veut dire que ce petit doigt pourrait éventuellement être comment dire, mis sur la table de négociation dans la mesure où la décision de l'ONU, en fait, appelle à la négociation et donc et demande aux responsables de la MINURSO de faire un débriefing dans 6 mois suite aux négociations qui auront lieu d'ici là. Une négociation que le Conseil de sécurité inscrit entre 4 membres, à savoir le Maroc, le Front Polisario, la Mauritanie et l'Algérie. Donc, c'est à partir des premiers rounds de ces négociations qu'on saura exactement où est-ce que le dossier est conduit, quelle concession pourra faire le Maroc, quelle concession pourra faire le Front Polisario, aidé par l'Algérie, et aussi quelle est la position de la Mauritanie qui, rappelons-le, en 1975, quand les Espagnols, de façon totalement irresponsable, ont abandonné ce territoire immense et riche, sans avoir prévu une solution. Donc, le retour de la Mauritanie à la table de négociation peut aussi apporter des solutions nouvelles, d'autant plus que le Conseil de sécurité demande qu'il y ait des idées, de nouvelles idées, et que l'on s'achemine sur la base de l'autonomie de ce territoire, sur la base de l'autonomie dans le cadre de marocain, mais ils ne disent pas sur la seule base de l'autonomie. Ils disent sur la base, à plusieurs reprises, et à plusieurs reprises dans le texte qui a été voté par le Conseil de sécurité, ils reviennent quand même sur l'autodétermination. Donc ils disent, il y a une espèce de contradiction. On voit bien effectivement que quand même la position de l'Algérie n'a pas été complètement écartée, dans la mesure, je pourrais d'ailleurs vous lire cela, ils disent en gros que c'est
c'est une négociation d'abord entre les quatre parties sur la base de l'autonomie dans le cadre de l'autodétermination du peuple sahraoui. Donc vous voyez, en fait, tous les fers sont au feu. Et je ne pense pas qu'il y ait un perdant et un vaincu. Bien évidemment, suite aux accords d'Abraham qui ont été acceptés par le Maroc, on voit bien que les grandes puissances penchent sur la solution marocaine, mais il serait dangereux que les accords d'Abraham remplacent le droit international, deviennent l'alpha et l'oméga des relations internationales, parce que tout simplement, il s'agit en fait de la pression israélienne avec le soutien des Américains. Et on ne peut pas accepter, si l'on est ne serait-ce qu'observateur, Docteur Hassan Hirsch, on est partie prenante, oui. Désolé, je m'excuse, je vous ai coupé la parole très rapidement. Puisque vous avez dit qu'il n'y a pas de gagnant ni de perdant dans cette résolution, mais quand on lit la presse internationale, par exemple, pour la presse internationale, ça a été interprété comme une victoire diplomatique pour le Maroc. J'ai cité quelques titres donc, dans le journal Le Monde, qui est très respecté, journal Libération aussi. Donc Sahara occidental, le Maroc obtient une victoire diplomatique à l'ONU. La même chose donc dans le journal Libération, mais d'autres journaux aussi. Comment peut-on expliquer ça, Dr Hassan Hirsch, très rapidement, comme ça on donnera la parole à Adel Khalef. Si Nasser, écoutez, la presse dont vous venez de parler n'est pas la presse internationale, c'est la presse occidentale. Et les journaux que vous avez cités, notamment Le Monde, Libération, appartiennent à des oligarques français pro-israéliens. Ça, c'est quand même une chose connue de tout le monde. Donc, je n'ai pas eu le temps de regarder la presse mauritanienne, la presse sud-africaine, la presse d'un certain nombre de pays qui ont soutenu jusque-là le Front Polisario, donc la solution de l'autodétermination. Donc, c'est toute cette presse-là qu'il faut regarder parce que, évidemment, là, il s'agit de la presse pro-israélienne. Très bien, restez avec nous, Dr Hassan Hirsch. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez? Les arguments de Dr Hassan Hirsch aussi, ils ont été relayés par des experts du droit international et que cette résolution n'est pas en elle-même la fin de ce conflit. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que d'abord, ce que M. Hassan Hirsch a dit, personnellement, je n'ai rien à rajouter à cela. Ses paroles sont tout à fait justes. Je pense que sa vision est très objective, elle est très structurée, et je pense que son idée de la conception, on va dire, rationnelle du cas est parfaitement fondée. Néanmoins, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer d'apporter peut-être 2 ou 3 éléments qui pourraient apporter peut-être un peu plus d'éclaircissement à cette histoire. Bon, alors, on a entendu les déclarations du ministre des Affaires étrangères algérien. Ce dernier, donc, déclare que l'Algérie était à 2 doigts de voter pour la résolution. Et il dit que la cause qui a fait que l'Algérie n'ait pas voté donc pour cette résolution était par rapport à une espèce d'amendement qui aurait été proposé, ou un rectificatif, ou un ajout donc au texte de la loi, et qui a priori donc n'a pas été prise en considération. Bon, je pense que même si l'amendement que M. Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, énumère et en fait l'objet donc de la cause
qui a fait que l'Algérie n'ait pas accepté de voter, parce qu'a priori, l'Algérie était à deux doigts de voter. Alors, si l'Algérie était à deux doigts de voter, donc l'Algérie est consentante au processus enclenché par les États-Unis d'Amérique. C'est aussi simple que ça. Or, moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas ce que l'Algérie vote ou l'Algérie ne vote pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le statu quo de la Russie et de la Chine. Parce que personne ne parle de ça. La Russie, équipementier militaire de l'Algérie, qui ne prend pas position. Je l'avais déjà expliqué au passé, que les relations entre l'Algérie et la Russie ne sont pas, franchement, dignes de prendre un billet d'avion pour une nuit de noces. Pas du tout. La Russie, qui est un équipementier militaire pour l'Algérie, qui encaisse des milliards de dollars de l'Algérie, franchement, en ce qui me concerne, ce n'est pas méchant. Parce que c'est bien, elle s'équipe en équipement militaire, moi je suis pour. Sincèrement, je suis pour. Mais qui connaît un khalif, c'est-à-dire un allié, et que ce dernier, malgré des milliards de dollars, s'abstient de prendre une position, c'est que la Russie, elle, aujourd'hui, par rapport à ce texte, voit ce qui la concerne à elle et ce qui va dans son sens à elle, et non pas ce qui va dans le sens de ce conflit dans sa base. Donc ça, je trouve que l'abstention de la Russie est très inquiétante. D'autre part, il y a l'abstention de la Chine. La Chine, un pays qui a déserté l'Algérie en termes d'investissement, qui a mis le Qabla Diallo sur le Maroc en termes d'investissement, parce que aujourd'hui, vous savez, la Chine a des investissements à hauteur de milliards et des milliards de dollars. Le dernier projet de la Chine que la Chine a perdu en Algérie, c'est Rajbilat, que l'Algérie a donc tourné le dos à la Chine pour bénéficier d'autres acteurs. Je ne vais pas les citer parce que c'est un sujet, c'est économique, parce que ce soir, la discussion, elle est beaucoup plus diplomatique, géostratégique. Mais la Chine qui s'abstient. Bon. Alors, deux acteurs principaux sur lesquels nous pouvions compter, qui s'abstiennent de façon cardinale. Donc, ceci est une interpellation. Que la relation de l'Algérie avec ces pays-là, d'une part, n'est pas très bonne, et puis d'autre part, la relation de ces deux pays-là, en l'occurrence, je cite expressis verbis, la Russie et la Chine, focalisent leurs relations beaucoup plus avec leurs intérêts respectifs avec les États-Unis. Donc on voit qu'il y a un travail de lobby qui est très important, et en l'occurrence, de loin, ça se voit franchement comme une vache dans un couloir. Ces pays n'ont pas de bonnes relations avec l'Algérie aujourd'hui. Donc franchement, quand on est un diplomate de moyenne facture, on peut déjà voir ça. Alors je pense que l'Algérie qui s'abstienne. Alors, allez, on va aller un peu dans le côté de M. Ahmed Attaf. Disons que l'Algérie ne s'était pas abstenue de voter. Et allez, imaginons le scénario que l'Algérie aurait donc voté. Eh, c'est bien, voté. Eh, marhaba, mbrok alik. Ça aurait changé quoi au résultat final? Rien. Rien. Mais pour l'APS, Adel Khalif, pour l'APS, Alger, cette résolution, donc le fait de maintenir la mission de la MINURSO et à préserver le cadre onusien du dossier, a été présenté comme une réussite pour la diplomatie algérienne. On va écouter ce qu'a déclaré par rapport donc à cette question le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, et je reviens à vous. Le plan d'autonomie n'est plus le cadre exclusif de règlement de la question. La résolution a ouvert le champ à d'autres idées, à d'autres plans alternatifs. Ça, c'est très, très important. Le droit à l'autodétermination a été découplé par rapport au plan d'autonomie. Il doit s'exercer conformément à la légalité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. Quatrième point très, très important, la MINURSO, que le Maroc voulait soit démanteler, soit transformer radicalement quant à son mandat, a vu son mandat précisément prorogé.
Voilà, donc Ahmed Attaf, le Khabar aussi, on avait fait passer donc le titre du journal Khabar. L'Algérie a bloqué une manœuvre visant la question du Sahraoui. Ce qui s'est passé donc au Conseil de sécurité n'a pas été une simple modification du texte de la résolution, mais un véritable changement de fond. Adel Khalif, très rapidement, comme ça on donnera la parole aussi à Dr Hassan Hirj. Alors, moi j'adore même, je suis très grand admirateur des paroles de ce ministre des Affaires étrangères que je trouve très amusant au passage. Donc il dit que le rôle de la MINURSO a été prorogué. Bien, très bien. Quand on dit prorogué, par définition, littéraire et littérale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mission qui est appelée à arriver à une fin. Bon, elle ne va pas arriver à une fin maintenant, ben, elle arrivera à une fin plus tard. Est-ce que la prorogation est de 15 ans, 20 ans, 30 ans? Si c'était le cas, par rapport aux antécédents de ce conflit, qui dure à peu près 50 ans, je dirais oui, partie gagnée. Mais excusez-moi du peu, la prorogation est d'une année. Ça veut dire que dans une année, il n'y a plus de MINURSO. Et puis après, quand il y aura plus de MINURSO, il y aura quoi? Il y aura quoi? Donc il faut se poser la question. Bon, Anna, je sais qu'aujourd'hui, il y a des mentalités, Febledna, Chab, ils pensent ceci, cela, le système qui veut poser des cadres par-ci, par-là. Il faut rester réaliste. Anna, je suis un Algérien, Anna Abdelrahman Khalaf, Anna Jazairi. Ma substance est algérienne et elle le sera jusqu'à l'extinction de mon existence. Mais je dis que faut rester réaliste. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une défaite très dure. Pourquoi? Et j'en souffre. Asma, je vais vous dire une chose personnelle. Ça fait 4 jours, je ne dors plus. J'étais ébranlé par cette décision parce que je sais à quoi mon pays est confronté. Donc la MINURSO et tout ça, Attaf, c'est des décisions qui ne m'intéressent pas. Vous savez quelle est ma position par rapport à Ahmed Attaf? Pour moi, c'est un tout petit diplomate. C'est un bonhomme qui écrit Papa avec 3 P. C'est quelqu'un qui ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile. Dans une année, quand la mission de la MINURSO va arriver à une fin, selon la prorogation de Dixit, Messire, Attaf, cette prorogation va arriver à une fin. Très bien. Et puis après, il y a quoi? Comme on dit en anglais, comme on dit Shakespeare. What's next? Très bien. Restez avec nous, Adel Khalif. Hassan Hirj, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez ce sentiment? Donc, Adel Khalif dit ne pas dormir pendant 4 nuits. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un échec diplomatique pour l'Algérie? Je vous laisse la parole. J'aime bien le franc-parler d'Abdel Khalif, que je salue. Moi, je mettrais un bémol, c'est Abdel Khalif, je mettrais un bémol pour la simple et bonne raison que la MINURSO, il faut le rappeler, elle a été mise sur pied dans le cadre de l'autodétermination du peuple sahraoui, et uniquement dans le cadre de l'autodétermination. Donc, aujourd'hui, elle va superviser le dialogue que le Conseil de sécurité initie et auquel il invite donc les 4 parties dont j'ai parlé, donc le Maroc, la Mauritanie, le Front Polisario et l'Algérie. Et là où je mettrai un petit bémol à ce que vient de dire notre ami Abdel Khalif, par rapport au ministre des Affaires étrangères donc, algérienne, c'est qu'effectivement, au départ, les États-Unis voulaient imposer une prolongation de la MINURSO uniquement de 3 mois. Et le fait que cette mission soit prorogée d'une année, et ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la précipitation pour aller tout droit vers une solution qui serait celle prônée par Donald Trump dans son premier mandat, rappelons-le. Donc aujourd'hui,
je considère que le Conseil de sécurité a quand même essayé, en tout cas, de mon point de vue, à la lecture de la décision finale, a essayé de maintenir l'équilibre. Et à chaque fois qu'il parle d'autonomie, il rajoute toujours, là, 6 ou 7 fois, il rajoute le mot autonomie réelle. C'est-à-dire ne pas tomber dans un cas de figure comme Hong Kong, où on sait que il y a eu des accords sino-britanniques et garantis par l'ONU qui garantissaient l'autonomie très très large de Hong Kong pendant 50 ans, puis un vote. Et puis on voit très bien que très peu d'années après, tout ça a été mis de côté et Hong Kong a été mis sous la coupe réglée du Parti communiste chinois. Donc, quand l'ONU insiste sur l'autonomie réelle, c'est peut-être aussi un clin d'œil au fait qu'on connaît au moins ce cas au niveau international, d'un cas d'autonomie. On avait même parlé à l'époque, rappelez-vous, d'un pays de système. C'était même la proposition de la Chine pour justement avoir l'acceptation des Britanniques. Parler justement à inventer cette notion d'un pays de système, c'est-à-dire même si il y a un parti unique en Chine, même s'il y a un syndicat unique, une idéologie qu'on connaît, etc., et puis un modèle communiste, même si évidemment d'un point de vue économique c'est totalement libéral, mais le fait qu'ils aient accepté un pays de système, c'est-à-dire que ça sauvegardait le multipartisme, ça sauvegardait la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, ainsi de suite, ce qui était énormissime. Alors, quel sera le sort du Sahara occidental sur cet ordre-là, dans ce cadre-là, je n'en sais rien. Donc ça va être un rapport de force, évidemment, entre les quatre négociateurs, à savoir donc l'Algérie, le Maroc, le Polisario et la Mauritanie. Et on ne sait pas trop, sous évidemment la direction de... Comment il s'appelle, Stéphane, je ne me souviens plus, l'Italo-suédois, qui est responsable de la MINURSO. Donc, on voit bien qu'effectivement, les dés ne sont pas totalement jetés, qu'il y a des marges de manœuvre et je souhaite évidemment, de mon point de vue, pour moi, le Maroc, c'est un second pays, j'aime beaucoup le Maroc, j'y suis allé plusieurs fois, je suis invité par les universités marocaines, notamment celle d'Agadir, à plusieurs reprises. J'aime beaucoup le peuple marocain parce que c'est le même peuple que nous. La frontière est complètement artificielle. Donc, je souhaite évidemment qu'il y ait un règlement de ce dossier, mais que l'Algérie aussi ne perde pas parce que... mais sur cette question, Hassan Haj, je vais vous laisser la parole. Di Mistura, je pense que vous voulez parler de Di Mistura concernant donc la MINURSO. Mais sur cette question, Dr Hassan Haj, compte Adel Khalif soulève une question qui est très importante. Cette relation avec la Russie, mais aussi avec la Chine. Comment peut-on interpréter donc le vote qui s'est abstenu, le vote de la Russie et de la Chine par rapport donc à cette relation avec l'Algérie? C'est une bonne question. C'est extrêmement difficile de lire cette position-là parce que on peut dire qu'ils n'ont pas voté non plus. Ils n'ont pas voté pour cette résolution. Ils n'ont pas opposé leur veto parce qu'il y a quoi comme option? C'est soit le veto, soit ne pas participer comme l'a fait l'Algérie, soit s'abstenir. Ou vous votez pour.
Donc, ils n'ont pas voté pour, mais ils n'ont pas opposé non plus leur veto. Donc, ils ont essayé de rester justement en équilibriste parce qu'ils ont des intérêts au Maroc. La Chine aussi a des intérêts au Maroc et ils ne veulent pas bloquer le dossier. Et donc, la lecture est extrêmement difficile. Il faut attendre quelques semaines, quelques mois pour savoir quelles seront leur position suite aux négociations qui vont se poursuivre. Maintenant, pour aller dans le fond, il va de soi que l'Algérie, dans les négociations, pourra exiger un certain nombre de choses, notamment, par exemple, la démilitarisation de ce territoire. Par exemple aussi que ce ne soit pas une région, justement, où on installerait des consulats, des ambassades, etc. Parce que, précisément, il n'y a pas de raison d'y installer des ambassades, des consulats des pays étrangers, dans la mesure où il n'y a pas de population étrangère. Il n'y a que des Marocains et des Sahraouis. Alors, exiger aussi qu'aucune présence étrangère, sous quelque forme que ce soit, notamment bases militaires, des officines, des services secrets, des services de renseignement, du matériel d'écoute, des choses comme ça. Exiger, par exemple, que l'autonomie soit sous l'égide peut-être de l'Algérie, aussi de la Mauritanie, et pourquoi pas d'autres pays. Peut-être justement, à ce moment-là, les grandes puissances pourront jouer leur rôle. Et puis, réserver, par exemple, l'administration aux seuls Sahraouis. Parce que comment voulez-vous qu'il y ait une autonomie réelle comme l'exige le Conseil de sécurité? Une autonomie réelle si l'administration est tenue par des Marocains. Il faut que l'administration soit tenue par des Sahraouis eux-mêmes. Très bien. Reste avec nous. Quel est le budget quel sera le budget? Est-ce que justement il y aura des donateurs ou est-ce que ce sera le budget marocain? Tout ça, donc, c'est des points extrêmement sensibles, importants et décisifs à négocier. Et je pense que les dés ne sont pas encore jetés. Très bien, les dés ne sont pas encore jetés. Vous êtes en train de dire, Dr Hassan Hairaj. Mais aussi, il y a beaucoup d'observateurs, mais aussi l'Algérie aussi le dit très clairement que nous ne sommes pas partie de ce conflit. Adel Khalef, d'abord on va écouter aussi Ahmed Attaf qui a dit que tout le monde commence à douter du plan marocain concernant donc le Sahara occidental. On l'écoute. Et maintenant, là, tout le monde commence à se poser des questions sur la réalité de la capacité de ce plan à servir de base de règlement. Et je peux vous dire qu'il n'est pas considéré comme l'ultima ratio en matière de règlement pacifique de la question. Voilà, c'est une question qui est légitime aussi à Adel Khalef. Ça a été soulevé par plusieurs observateurs aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, ce que je pense, il va falloir que M. Ahmed Attaf n'essaie pas de faire le bout avec de la terminologie comme l'ultima ratio, parce que franchement, ça ne lui va pas du tout. Je lui conseille beaucoup plus d'essayer d'être quand même un modestement médiocre ministre des Affaires étrangères, parce qu'il n'est même pas médiocre, il est modestement médiocre. Donc, ce ministre des Affaires étrangères dit que l'Algérie ceci, nous pensons cela, et ceci et cela. Bon, mais vous l'avez dit vous-même, depuis toujours, nous disons que nous ne faisons pas partie, ou nous ne sommes pas partie de ce conflit. Et je trouve que notre engagement est beaucoup plus qu'une partie. Il est à part entière. Et puis, dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce texte et que nous ne sommes pas d'accord avec sa base, etc. C'est quoi ça? Ça, c'est des paroles qui vont à l'encontre de Washington. Parce que vous savez très bien que ce que Washington, la Maison-Blanche, déclare comme loi, comme dispositif, etc., qui vient d'être voté, et ces paroles-là,
Il fallait lui dire il y a quelques jours en arrière que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Pourquoi il le dit maintenant? Il fallait le dire avant. Mais il le dit pas avant. Pourquoi? Excusez-moi du terme. Parce que c'est pas Paris, là. C'est pas Madrid. Là, c'est Washington. Washington, c'est l'Assa. Donc, on ne joue pas. Donc, je trouve que ces fluctuations verbales sont franchement quelque chose qu'il faut mettre dans le rayon des friandises. Alors, personnellement... Et pourtant, l'Algérie Adel, je m'excuse. L'Algérie Adel, pour elle, donc, elle défend le principe du droit international et de l'autodétermination donc, du peuple sahraoui. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Encore une fois, on revient sur un quiproquo. L'Algérie proclame le droit international et le droit de l'autodétermination, etc. Et d'accord, mais ça, c'est aux Sahraouis de l'évoquer, c'est pas à nous. Mais bon, c'est pas grave. Ce conflit existe depuis 50 ans, vous savez. On va pas refaire le monde, on va pas réécrire l'histoire. C'est pas grave. Hna Bladna a toujours été une partie concernée d'une façon déguisée, toujours. Bon, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la plus grosse défaite, c'est pas cette loi qui est passée. Parce qu'une loi, vous savez, c'est quoi? Une loi peut faire l'objet d'amendements au niveau du Conseil de sécurité, elle peut faire l'objet de révision, elle peut faire l'objet de discussion, réouverture. C'est un classique dans la diplomatie. Mais le problème dans tout ça, c'est la position de la Russie et la position de la Chine qui sont clairement contre l'Algérie. Pourquoi? Parce que si vraiment la Chine et la Russie étaient encore de grands amis à nous, toujours, comme certains le prétendent, ils auraient voté contre. Or, ils n'ont pas voté contre. Ils se sont abstenus. Donc, quand on s'abstient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on n'est pas d'accord avec vous, on ne partage pas votre opinion, on n'est pas sur votre même ligne. Et ça, c'est un symptôme qui ne montre pas beaucoup de choses rassurantes. Bon, après, monsieur, vous avez la France, à qui on a fait la guerre, à qui nous faisons toujours la guerre. Vous avez l'Espagne, à qui on a fait la guerre et à qui on fait soudainement plus la guerre. Ces deux pays qui sont des pays importants. La Grande-Bretagne qui prend la position de l'Amérique. La France qui prend position de l'Amérique. L'Espagne qui prend position de l'Amérique. Beaucoup de pays, vous imaginez un peu, 11 pays ont voté pour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 11 pays ont voté contre vous. Pas pour la résolution, mais contre nous. Pourquoi? Parce que le Kenya عندنا صح دولة واقفة droite sur ses bottes. صح لو كان جاو عندنا رجال قويين وصح لو كانت عندنا une diplomatie, tout ce scandale n'aurait jamais eu lieu. Bon, Anaya, personnellement, je suis contre l'ancien régime de Bouteflika, Allah yarhamou ala kulli hal bi alf rahma, الواحد toujours يترحم على واحد ميت. صح, Bouteflika, c'était un grand diplomate. C'était un grand diplomate. Bouteflika n'a pas besoin de ministre des Affaires étrangères. Bouteflika, wahdo, quand il parle, il est capable de recadrer les cordes d'une guitare. Il était armé. Il sait faire. Aujourd'hui, l'Algérie n'a pas de dimension diplomatique. Le plus grand symptôme, c'est cette défaite. Et puis, je finis sur une note. Alors, franchement, je ne sais pas si vous connaissez l'expression d'Abakari, alors, vous avez 150 pays qui sont en train de clamer la victoire du Maroc, et puis vous avez un seul pays qui clame sa victoire. Il faut être fort. Hein. À la limite, c'est de la psychiatrie. Moi, j'espère, simplement, encore une fois, pour finir, et je fais appel à lui directement sur les ondes de votre chaîne, à ce président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Ya Oulid el-Nas, entoure-toi de Rjal, parce que Wallah la rak fait wakhda. Très bien. Restez avec nous, Adel Khalef. Docteur Hassan Hirj, est-ce que vous pensez que cette posture de défense du droit international renforce-t-elle la crédibilité de l'Algérie sur la scène internationale? Ou plutôt, elle l'isole, puisque le monde il est en train de changer. On l'a vu avec cette résolution, Docteur Hassan Hirj, mais aussi cette
posture de défendre le droit international est en contradiction directe avec la situation interne que vit notre pays. La question des droits, la question des libertés, l'ouverture politique, l'ouverture médiatique, et j'en passe. On a vu ces 2-3 jours l'appel du roi du Maroc aussi, Mohamed VI, qui a fait un geste à l'Algérie, en prononçant cette fois-ci le nom même du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, qui l'a appelé donc un dialogue direct. En contraste, on a vu aussi le geste du diplomate marocain à New York, qui voulait cacher le drapeau algérien par le drapeau américain. Votre réaction par rapport donc à ces points que j'ai posés? Écoutez, c'est vrai, et je comprends complètement le pessimisme de notre ami Abdel Khalif. C'est vrai qu'il y a une contradiction du positionnement de l'Algérie entre sa position vraiment, constante pour défendre le droit international pour les Palestiniens et les Sahraouis, et qu'elle ne le fait pas pour son propre peuple. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les droits internationaux au niveau algérien, en ce qui concerne la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, tout simplement les élections transparentes, ainsi de suite. On peut multiplier les arrestations arbitraires, les emprisonnements multiples et injustifiés. Tout ça, c'est des violations du droit international. Mais dans ce dossier-là, il est évident que on ne peut pas non plus, accepter que, je le répète, que les accords d'Abraham, l'acceptation des accords d'Abraham, se substitue au droit international. Dans ce dossier et dans d'autres, notamment les relations avec les pays du Moyen-Orient, avec les États-Unis, avec Israël, et les pressions qui sont faites sur ces pays-là. Donc, on ne peut pas accepter ça. Cela dit, moi, ce qui m'inquiète, je vais vous le dire, tout à fait d'accord avec Abdel Khalif quand il dit que les principales puissances ont voté pour, mais est-ce qu'elles ont voté pour dans l'intérêt des Sahraouis, dans l'intérêt des Marocains? Je n'y crois pas. Je crois qu'il y a une convoitise des richesses de ce territoire qui sont énormissimes. Les richesses, parce que c'est la région la plus poissonneuse de la planète. Il y a du gaz et du pétrole au large de ces territoires. C'est parmi les plus grandes réserves de phosphate. Et on peut multiplier, évidemment, on n'a pas encore découvert tout le reste, sans compter les terres rares, ainsi de suite. Qui va profiter de toutes ces richesses? Ce sont ces puissances-là, justement, qui ont voté pour et qui ont hâte de récupérer ce territoire pour exploiter ces richesses au détriment des intérêts des Sahraouis et des Marocains, malheureusement. Docteur Hassan Hirj, je m'excuse, 10 secondes, Docteur Hassan Hirj, sur ce discours donc, du roi du Maroc, Mohamed VI, qui donc, appelle un dialogue apaisé avec l'Algérie, cette main tendue. Qu'est-ce que vous en pensez? 10 secondes. Je sais que c'est une question qui est compliquée parce qu'on me presse, on me dit qu'on a dépassé le temps. Écoutez, si c'est une main tendue qui ne fait pas que prendre, mais qui donne aussi, évidemment, c'est parfait. Mais si c'est une main tendue qui ne fait que prendre, évidemment, c'est problématique. Donc, le discours, évidemment, ne doit pas être lénifiant. Le discours, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Donc, on attend les actes. Merci beaucoup, Dr Hassan Hirj. Abdel Khalif, je vous laisse 1 minute 30, 2 minutes, très rapidement, le mot de la fin, si vous voulez réagir, bien sûr, à ce qu'a dit notre ami Hassan Hirj. Bon, alors, je ne vais pas réagir complètement par rapport à ce qu'a dit M. Hassan Hirj, même si sur certains éléments qu'il a dit sont extrêmement importants,
est très juste. Et d'ailleurs, je tiens à le saluer très respectueusement par rapport à ça. Hassan Hirsch a raison, il a complètement raison quand il parle des intérêts des Américains dans la région. Et ça, c'est une analyse qui est très, très, très fine de la part de M. Hirsch. D'ailleurs, je vais rajouter de l'eau à son moulin. Donc, alors, je vais vous dire une chose. Le problème de l'Algérie aujourd'hui, encore une fois, éternellement, depuis toujours, je ne cesserai jamais de le répéter, c'est l'exécrablissime qualité du service de renseignement international algérien. Le problème, pourquoi il y a toute cette loi? Vous pensez que les Américains, ils en ont à battre, excusez-moi du langage, par rapport à la vie des Sahraouis? Mais pas du tout. Ils s'en fichent, les Américains. Moi, je connais les Américains mieux que n'importe quel responsable de l'administration et de l'État algérien. Aujourd'hui, les Américains, ils veulent régler leurs intérêts géostratégiques dans la région. Et donc, il y a un gros conflit entre l'Amérique, la Chine et la Russie. Parce que les grosses puissances, ils veulent se placer dans la région. Monsieur Hassan Hirsch a parlé du gaz qui est au large de cette région-là. Mais il a raison, monsieur Hirsch. Oui, il y a des dans ce que vous êtes en train de dire. On a vu par exemple la une du Khabar qui dit que la diplomatie algérienne est une diplomatie de principe. Elle n'est pas une diplomatie donc d'intérêt. Est-ce que vous pensez qu'on est coupé de cette dynamique nouvelle, de ces dynamiques nouvelles dans le monde? Le monde est en train de changer, et la diplomatie aussi, c'est une question d'intérêt de chaque pays. Très rapidement, Ad. Chef, monsieur Nasser, si Hadouma, ces hurluberlus là qui sont au pouvoir, ils pensent comprendre un peu quels sont les intérêts. D'abord, régler les problèmes de la Chabak va créer des emplois, va régler le problème de l'économie qui est exécrablissime et catastrophique en Algérie. Il y a des imbéciles heureux, excrémentiels individus qui sont à la tête des entreprises qui sont complètes. C'est des bacs moins 500. Donc, aujourd'hui, on a une expression تاع وش تقول الدراهم يديروا الطريق في البحر. C'est les sages les قالوها. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'économie, d'industrie, de pouvoir qui تخبط في الطابلة تخبط parce que انت عندك قوة اقتصادية, pas la petite gueule. Alors aujourd'hui, l'Algérie doit comprendre que l'Amérique a des intérêts importants dans la région. Witkoff avec Aaron Kushner, le gendre du président américain, ont donné des déclarations qui ne sont pas très favorables au régime d'aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas donné pourquoi vous n'avez pas fait des déclarations par rapport à cela? Donc vous voyez la faiblesse de notre dimension diplomatique. Merci. On est tout petit. Bon, je conclus. Il faut absolument aujourd'hui comprendre l'agenda américain, il faut comprendre l'agenda russe, et il faut comprendre l'agenda chinois. وإلا ما عندكش المخابرات قوية اللي عندها les moyens اللي تبني لك la sécurité politique, la sécurité diplomatique et la sécurité économique, Merci. Aujourd'hui, l'Algérie est faible parce que les services de renseignement sont faibles. Merci beaucoup, Adel Khalef. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Merci à vous. Merci à Dr Hassan Hirsch, économiste et analyste politique. Vous étiez avec nous depuis la France. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha wa bqaw ala khair.